Parce que je ne suis pas dupe. C'est pas la justice que l'on cherche, c'est à me casser. Et au-delà de ma seule personne, c'est à casser la droite, à lui voler son vote. Pensez donc, en me choisissant, elle n'a pas bien voté. Elle n'a pas cédé aux sirènes du panurgisme qui présente l'absence de programme ou le mandat impératif pour les députés comme le comble de l'audace et de la modernité. Alors oui, il fallait bien faire payer ce camouflet que nous avons infligé ensemble aux importants et aux établis. Il faut bien répondre face au tribunal de l'opinion qu'il dresse de ce qu'il pense être un crime de lèse-majesté. Quitte à casser l'alternance, quitte à casser la volonté de redresser notre pays, quitte à malmener la démocratie. Si j'étais un candidat fade, ce déchaînement n'aurait pas lieu. Si mon projet était flou, l'acharnement ne serait pas là. Et je le dis devant vous, je comprends que ces accusations troublent certains d'entre vous, en raison de leur martèlement, en raison de la répétition présentée habilement comme une accumulation de preuves, en raison des sommes avancées aussi. Comment cela ne serait-il pas le cas? Comment cela ne serait-il pas le cas quand la voix de la défense se fait systématiquement recouvrir par le bruit et par la fureur de l'accusation? Mais mes amis, des mensonges, fussent-ils répétés 100 fois, ne parviendront jamais à constituer une demi-vérité. Car que me reproche-t-on? On me reproche d'avoir voulu que mon épouse soit la première de mes collaboratrices. Elle qui, depuis 40 ans, construit avec moi mon parcours, tous les jours. Il n'y a à cela rien d'illégal. Et j'assume le choix qui fut le mien de m'appuyer sur elle, sur mes proches, qui savent mieux que quiconque les sacrifices et les dévouements qui ont jalonné mon chemin politique. On ne parcourt pas un chemin si rude sans avoir à ses côtés des personnes en qui on a toute confiance. Autour de moi, j'ai Pénélope, mais j'ai aussi des équipes dont certains membres ont 40 ans, 30 ans, 20 ans de service avec moi et qui n'ont jamais compté leurs heures parce qu'ils se sont engagés par passion, parce qu'ils ont tenu par fidélité, parce qu'ils sont et qui restent animés par quelque chose qui s'appelle l'amour de leur pays. Alors oui, mes amis, je vous demande de m'aider à résister. Je mène un combat pour redresser la France, pas pour le goût du pouvoir. Si c'était le goût du pouvoir qui m'animait, je ne présenterais pas à mes compatriotes un projet aussi tranché, un projet aussi peu démagogique, un projet qui nous invite tous à nous retrousser les manches. Je promettrai, comme mes concurrents, de travailler moins, de dépenser plus et de réformer le moins possible. Il paraît que c'est comme ça qu'on séduit les électeurs. Mais moi, je vous dis que c'est aussi comme ça qu'un jour, on va finir par achever la France. L'enjeu des présidentielles, c'est de choisir, avant qu'il ne soit trop tard, entre le déclin et le sursaut. Voilà ce que je crois. Voilà, à mon sens, ce que ressentent des millions de Français qui sont beaucoup plus lucides et beaucoup plus courageux qu'on ne le croit. Je porte avec eux et avec vous ce projet de redressement national.
Et c'est manifestement inacceptable pour tous ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change. Pour tous ceux qui finalement se satisfont d'un pays avec autant de chômage, avec autant de misère, avec autant de réglementation, avec au fond aussi peu d'avenir. Je porte avec vous des valeurs françaises. Et manifestement, c'est inacceptable pour la gauche qui n'aime la droite que lorsqu'elle baisse la tête et lorsqu'elle marche à l'ombre. Et je porte avec vous aussi la fierté d'une nation qui veut réussir, d'une nation qui veut être respectée. Et ça, manifestement, c'est inacceptable pour le Front National qui se croit propriétaire de notre drapeau. Eh bien, plus j'entends mes adversaires, plus je mesure combien notre combat est absolument vital pour la France. À entendre M. Hamon, l'urgence de notre pays tiendrait en un slogan: travailler moins, dépenser plus et emprunter la différence. Nos socialistes vivent décidément dans un monde parallèle, un monde où il n'est plus nécessaire de travailler pour créer de la richesse, un monde où on peut vivre indéfiniment à crédit, un monde où il n'y a aucun problème qu'une taxe ou un impôt nouveau ne puisse régler. L'économie de M. Hamon, c'est celle de la pénurie organisée. Et voilà maintenant qu'ils veulent imposer le revenu universel. Une trouvaille de génie où chacun est invité à vivre aux dépens de tous les autres. En réalité, la seule chose qui deviendrait vraiment universelle, c'est la pauvreté. Si les socialistes vivent dans la 4e dimension, le Front National, lui, vit dans le monde d'hier. Ces propositions ne sont pas moins démagogiques et moins dangereuses pour la France. À en croire Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon, on a l'impression qu'ils ont écrit leur programme économique ensemble. Abandon de l'euro, fermeture des frontières, sortie de la politique agricole commune, retour de l'âge de la retraite à 60 ans, augmentation des salaires, embauche sans compter de fonctionnaires, c'est la faillite en 6 mois, c'est le programme du Parti communiste dans les années 70, c'est le même programme que celui de l'extrême gauche. Quant à M. Macron, c'est à quelques petites nuances près la même politique que celle de François Hollande. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant puisque c'est lui qui avait inspiré la politique qui a été conduite dans notre pays depuis 5 ans. Avec le même flou que François Hollande, avec les mêmes ruses, avec juste le sourire en plus. Mais un sourire marketing, ça ne fait pas une politique pour la France. Eh bien, dans ce panorama, nous sommes les seuls à vouloir vraiment redresser notre pays. Nous sommes les seuls à dire que l'état d'urgence est partout. Il est économique, il est social, il est même existentiel face à la puissance de la mondialisation et face à la menace du totalitarisme islamique. Et face à cette situation d'urgence, nous avons un projet. Nous avons un projet puissant, un projet cohérent, un projet qui est capable de relancer notre croissance, de créer des emplois et de restaurer l'autorité de la République pour défendre notre identité, nos valeurs, notre histoire, la société française que nous aimons. Alors, pour tout ça, on voudrait nous éliminer de la course à la présidentielle. Parce que c'est bien ça l'objectif. Au profit de quoi? Au profit de qui? Au profit des utopistes? Des marcheurs en rond? Des extrémistes? Mais chacun voit bien que ça serait une calamité pour la France. 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, 2200 milliards de dettes. Et on me dit que mon programme, c'est la purge. Mais la purge, c'est maintenant. La purge, c'est la purge pour les Français. C'est la purge pour les agriculteurs que j'ai rencontrés tout à l'heure et qui vous disent qu'ils travaillent 70 heures
alors qu'ils n'ont même pas de quoi se payer un salaire à la fin du mois. C'est la purge aujourd'hui. Et moi, je propose au contraire de rompre avec cette misère. La purge, c'est les impôts confiscatoires qui découragent le travail, qui découragent les Français, qui découragent l'initiative. La purge, c'est la bureaucratie qui jette les Français dans le désespoir simplement parce qu'ils ont osé à un moment donné de leur vie entreprendre et parce qu'ils ont osé rêver d'une vie meilleure pour eux et pour leur famille. Le sang et les larmes, c'est malheureusement les ignobles attentats qui ont frappé la France et tant d'autres pays autour de nous. Le sang et les larmes, c'est aussi ce recul insidieux des conquêtes les plus précieuses de notre civilisation, parmi lesquelles l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors mes amis, si rien de cela ne vous pose problème, alors oui, bien sûr, on peut continuer comme avant. Ne changeons rien. Moi, je tiens un autre discours. Je tiens un discours de vérité sur la situation et de réalisme sur les propositions. Ce discours, je le porte sans relâche depuis plusieurs années, sans égard pour les modes, sans tenir compte des conseils des sondeurs, des experts, qui pensent que la politique, c'est une somme de petites manœuvres. Nous savons maintenant que la prospérité économique, ça ne va pas de soi. Nous savons que la France est embourbée dans une croissance faible. Nous savons que les 35 heures ont fait chuter notre compétitivité. Nous savons que notre balance commerciale est déficitaire, que nos parts de marché à l'étranger sont en chute libre depuis 20 ans. Et le monde, c'est un immense marché, avec 7 milliards d'êtres humains qui rivalisent désormais d'énergie, d'invention. Alors que nous recélons des trésors de créativité et de dynamisme, comment ne pas les voir quand on pénètre sur cette place incroyable de Charleville-Mézières qui exprime cette grandeur, cette fierté, cette civilisation qui est la nôtre? Comment, alors que nous recélons ces trésors, accepter que la France aille de moins en moins bien, que sa voix porte de moins en moins dans le monde, qu'on nous respecte de moins en moins et que nous ayons de plus en plus de pauvreté et de misère? La France décroche, et elle décroche à grande vitesse. L'urgence est d'autant plus grande que les plus touchés par le décrochage, c'est évidemment toujours les plus modestes d'entre nous. Et la promesse d'égalité, cette si belle promesse, elle est aujourd'hui en échec quand elle n'est pas caricaturée dans ce que la gauche appelle l'égalitarisme. La vraie inégalité qui mine la République, et je voudrais en dire un mot ce soir, c'est l'inégalité entre les territoires. Comment est-ce qu'on peut mettre chaque Français sur un pied d'égalité si, selon son lieu d'habitation, on n'a pas accès aux mêmes services, aux mêmes chances, aux mêmes emplois, à la même possibilité de réussir? Les territoires ruraux sont les premiers territoires abandonnés de la République. Ces territoires, je les connais comme aucun autre candidat à l'élection présidentielle ne les connaît. Ce sont mes racines, c'est mon histoire. Je suis français. Et quand je me retourne derrière moi, je vois des cohortes de Vendéens, de Basques, de Sartois, ma famille, tous ceux qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Je suis attaché à ces territoires. Et mes amis, il ne suffit pas de descendre de Paris 2 heures avec un cortège de journalistes gyrophares allumés pour comprendre un pays et pour entendre ce qu'il a à dire. Depuis une dizaine d'années, j'ai vu la situation de nos territoires se dégrader. La concentration des populations et des richesses vers les grandes agglomérations s'est accélérée. La fracture territoriale n'a jamais été aussi profonde. Elle oppose les territoires urbains riches et dynamiques aux territoires ruraux et périurbains pris dans une spirale de paupérisation. Il faut se souvenir qu'en 30 ans, 2,5 millions d'emplois industriels ont été détruits dans notre pays. Vous savez ici, à Charleville, que chaque usine qui ferme ses portes, c'est un drame, qui touche des familles, qui touche des villes, qui touche des villages. Vous le savez que cette désindustrialisation, elle lacère le tissu social et elle brise nos territoires.
Pendant trop longtemps, il faut reconnaître qu'on n'a pas voulu voir la vérité. On a pensé soit que c'était inéluctable, soit qu'il serait facile d'y remédier. C'est au fond tellement facile d'accepter la mort des campagnes quand on habite à l'intérieur des grandes métropoles. Mais c'est l'unité même de la France qui est menacée. À côté des villes où se concentre l'activité économique et les ressources, on ne peut pas accepter que s'étendent des territoires vidés de leurs emplois, désertés par les services publics, privés du soutien de l'État, laissés seuls face aux détresses sociales. Nos élus font un travail formidable, mais ils sont laissés en première ligne face à la dégradation économique et sociale. Ce que je propose, c'est que nous fassions ensemble la révolution du bon sens et de la liberté. La liberté, ce mot-là, qui est pourtant au premier rang des valeurs de la République, c'est un mot qui n'a pas bonne presse. On confond la liberté avec la loi de la jungle, et dès lors, on nous a accoutumés à préférer le nivellement par le bas plutôt que l'audace. La liberté, c'est la dignité rendue à des citoyens que l'on cesse de traiter comme des enfants. La liberté, c'est considérer les gens responsables de leurs actions et donc leur rendre le mérite de leur réussite. La liberté, c'est cesser de centraliser, d'uniformiser pour laisser enfin les initiatives au plus près des citoyens. La révolution de bon sens que je veux réaliser avec vous, elle passe d'abord par la confiance. Je veux que nous passions d'un monde de règlements, de normes, de contrôleurs, à un monde de contrats et de confiance. Et cela s'applique à toutes les catégories de la population, et notamment à nos communes, à nos collectivités locales, qui sont victimes de l'amoncellement de normes, des circulaires, de contraintes souvent inutiles, décidées dans un bureau à Paris qui tuent les initiatives dans l'œuf et qui freinent les projets. J'ai en mémoire une anecdote qu'on m'a racontée au cours des 3 années que j'ai passées à arpenter notre pays pour construire mon projet politique. Une commune rurale qui veut créer une médiathèque à côté de la salle des fêtes. Projet légitime qui ne devrait pas rencontrer le moindre obstacle, mais c'était sans compter sur l'hystérie réglementaire de l'État. Parce que pour mettre les sanitaires des 2 installations en commun, il fallait créer 2 portes. Le malheureux maire n'imaginait pas qu'il ouvrait la boîte de Pandore bureaucratique. Classé en ERP de 5e catégorie, l'ensemble serait alors devenu un ERP de 3e catégorie. Et là, les contraintes et les normes atteignent quasiment celles d'une centrale nucléaire. Bref, au final, il n'y aura pas de médiathèque dans cette commune. Des histoires comme celle-là, j'en ai des dizaines accumulées au cours de ces déplacements. Et au fond, ce que les Français nous disent, à travers cette impossibilité de réaliser, d'agir, qu'on arrête de nous emmerder. Voilà le message qui est celui des Français. Aujourd'hui, je me permets d'utiliser ce mot parce qu'il a été utilisé avant moi par Georges Pompidou, qui était un élève de l'école normale supérieure et qui donc pouvait se permettre de parler avec cette grossièreté. Mais puisque je pense à Georges Pompidou, je pense que lui aussi a eu sa petite dose de calomnie, d'attaque, et qu'il les a surmontés. Alors aujourd'hui, les services de l'État passent plus de temps à opposer des règles et des normes qu'à accompagner les élus et les citoyens dans leurs projets de développement. Eh bien, il faut changer ça. Il faut alléger les contraintes, il faut simplifier les normes. Les communes, les départements et les régions doivent bénéficier des espaces de liberté que moi je veux dégager pour la société française. La décentralisation, la vraie décentralisation, c'est pas celle qu'on a construite, parce que celle qu'on doit faire, elle doit reposer sur la liberté et sur la confiance. Si 3 communes veulent s'associer ensemble, c'est pas au préfet de dire qu'il en faut 5 ou qu'il en faut 6, c'est aux citoyens, c'est aux élus de faire eux-mêmes leur choix.
Ensuite, la révolution du bon sens, c'est de donner aux collectivités les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Moi, je veux permettre aux élus de gérer leur budget avec davantage d'autonomie, avec des marges de manœuvre, sans qu'on leur demande sans cesse de prendre en charge plus de contraintes et en pratiquant une meilleure solidarité entre les communes riches et celles qui le sont moins. Pour ça, il faut d'abord que l'État se réforme lui-même. On a voulu nous faire croire que l'augmentation des dépenses publiques, c'était une forme de remède à l'affaiblissement économique. Au fond, moins l'économie va bien, plus on va dépenser d'argent public. Mais c'est le contraire. C'est la dépense publique qui est devenue la cause principale de l'affaiblissement économique. On mesure aujourd'hui combien le niveau délirant de nos prélèvements obligatoires décourage la prise de risque et mine le tissu de nos entreprises. Malgré des impôts sans cesse plus lourds, on a quand même continué à accumuler de la dette, avec aujourd'hui un stock monstrueux de 2200 milliards d'euros. Quand j'ai été élu pour la première fois, il y a longtemps, la dette française, c'était 17% de la richesse nationale. Cette année, ça va être 100% de la richesse nationale. Comment croyez-vous que nous allons pouvoir continuer avec une dette aussi lourde? Et c'est cette dette-là qui pèse sur vos impôts, qui pèse sur vos charges sociales, qui pèse au fond sur les budgets de vos collectivités locales. C'est cette dette-là qui empêche l'État d'être un investisseur de la modernité, un État capable d'accompagner le pays vers la modernisation. Alors oui, si on continue comme ça, on risque l'insolvabilité, on risque ce que j'avais déjà dénoncé, la faillite. Tenir les budgets, réduire les effectifs, serrer les priorités, chercher l'efficacité, ce sont les seules façons de revenir à l'équilibre budgétaire, à l'équilibre de nos comptes publics. Mais la révolution du bon sens, c'est aussi libérer les innovations pour qu'on puisse faire vivre le territoire national. Cette liberté, elle doit d'abord être donnée en matière d'éducation. L'école, c'était le creuset de la République. C'est désormais devenu le caveau de la République. Obsédés par leur furie égalitariste, nos idéologues de l'éducation ont tout simplement oublié que l'école était là pour transmettre des connaissances. Notre école nivelle les intelligences, rabaisse les mérites, étouffe les talents, accroît les handicaps culturels et sociaux. Au nom d'une conception dévoyée de l'égalité, elle empêche l'élévation des meilleurs élèves, surtout s'ils sont issus des milieux les plus modestes. Oui, je veux que les directeurs d'école disposent de réels pouvoirs de gestion. Je veux qu'ils soient des patrons, qu'ils puissent avoir une autorité hiérarchique sur leurs équipes enseignantes. Je veux même qu'ils puissent choisir une partie de ces équipes enseignantes pour qu'ils puissent développer un projet pédagogique adapté à la réalité du terrain qui est en face d'eux. Je veux qu'on fasse confiance aux professeurs plutôt qu'à des groupuscules de pédagogistes hors sol. Je profite de l'occasion pour dire que, président de la République, je demanderai au Parlement d'abroger les contraintes qui pèsent sur les collectivités locales en matière d'aménagement des rythmes scolaires et de laisser libres les élus, les parents, les enseignants. Ensuite, si on veut revivifier les territoires ruraux, il faut non seulement une école qui fonctionne, mais il faut que l'emploi puisse se développer. Ça passe en particulier par le déploiement d'une réelle couverture numérique. Il est impossible d'espérer créer des emplois dans l'économie de demain, dans cette économie qui se construit, dans des territoires qui ne bénéficient pas du très haut débit. Tout va changer. Le télétravail va connaître un déploiement formidable. On va voir de plus en plus de Français créer leur propre activité individuellement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je veux créer un statut de travailleur indépendant. On va voir des services en matière de santé, en matière d'éducation, qui vont se développer sur le territoire grâce au numérique. Mais encore faut-il qu'il y ait les réseaux et le très haut débit. Je sais qu'ici, dans cette région, grâce à Philippe Richert, un formidable projet de couverture en très haut débit est en cours. Eh bien moi, je l'encouragerai, je l'aiderai, je le boosterai, je ferai en sorte qu'il soit mis en œuvre sur l'ensemble du territoire national. Et comme je ne promets pas la Lune,
je vous dis que je sortirai les participations de l'État dans les entreprises où l'État n'a plus rien à faire pour créer un fonds d'investissement dont les résultats seront consacrés à la création des réseaux à très haut débit dans les territoires ruraux. Pour que l'emploi se développe, il faut aussi redonner aux entreprises un peu de liberté. C'est simple, je veux baisser les charges. Je veux mettre les charges des entreprises françaises au niveau des entreprises allemandes. Parce que c'est normal, dans le même territoire, avec la même monnaie. Je veux supprimer les 35 heures. Mais je veux vraiment le faire. Je ne veux pas faire comme on a fait jusqu'à maintenant. Les transformer, les affubler de tout un tas d'exceptions, les barbouiller de nouvelles circulaires. Non, je veux en finir avec l'invention infernale de Madame Aubry, qui a eu tellement d'effets négatifs sur la compétitivité de l'économie française. Nous avons besoin, pour que les territoires ruraux se développent, que l'offre de santé dans nos territoires soit une offre de qualité. Nous savons tous, et moi le premier qui était longtemps un élu rural, qu'il n'y a pas de développement possible dans un territoire sans une offre de santé de qualité. Alors oui, je veux multiplier les créations de maisons de santé, qu'elles soient privées ou publiques. Je veux développer les primes d'engagement offertes aux jeunes médecins. Je veux innover en matière de télémédecine. Je veux poursuivre l'adaptation régionale du numerus clausus pour les études de médecine avec l'ouverture de postes d'internes en priorité dans les territoires à faible densité médicale. Je ne veux pas que les centres-villes, des petites villes et des bourgs ruraux soient condamnés au délitement. Ils peuvent revivre si on met en place une action vigoureuse de requalification et de rénovation des logements. Les politiques de logement ont été depuis très longtemps, et il y avait des raisons à cela, entièrement tournées vers les grandes villes. Eh bien moi je proposerai des incitations fiscales ciblées pour stimuler les investissements dans les territoires ou faciliter l'achat de leur résidence principale par des salariés ou par des travailleurs indépendants. Je veux développer les commerces multiservices en partenariat avec les acteurs privés. Et puis je veux venir au secours de nos agriculteurs, qui constituent non seulement notre mémoire, mais une richesse fantastique pour l'avenir de notre pays et qui sont en train de disparaître. Oui, je veux lever le stupide embargo sur la Russie qui ruine les agriculteurs européens. Je veux que dès le début du quinquennat, dans une ordonnance, le Parlement supprime toutes les normes qui pèsent sur l'agriculture et qui ne sont pas des normes européennes, qui sont des normes franco-françaises. Oui, je veux que les agriculteurs puissent disposer d'un compte épargne aléas climatiques et économiques simple d'emploi, sans plafond, alimenté librement pendant les années de bonne récolte et utilisable en cas de perte d'exploitation. Parce que c'est à ce prix que nos agriculteurs pourront à nouveau vivre de leur travail. Il ne manque à nos agriculteurs pour réussir ni le courage ni les compétences. Il faut simplement que l'État cesse d'être un poids pour devenir un soutien et que notre agriculture redevienne ce qu'elle doit être, la première en Europe, parce que c'est sa place. Alors il y a d'autres territoires oubliés de la République, en dehors des zones rurales. Il y a ces territoires dans les zones urbaines que plus personne ne veut voir et où la police ne peut même plus s'aventurer. La fracture y est aussi profonde que dans les territoires ruraux. La haine de notre pays, contrairement à ce qui se passe dans les territoires ruraux, la haine de notre pays s'y développe. Et la pauvreté s'enquiste. Là encore, l'État a une responsabilité lourde. Il est trop présent là où il devrait laisser les Français respirer et il est 1000 fois coupable d'être absent là où, au contraire, les territoires ont besoin de lui. Il faut restaurer l'autorité de l'État.
Et pour restaurer l'autorité de l'État, il faut que l'État se concentre sur ce qui compte vraiment. Et c'est vrai que c'est plus facile d'écrire une circulaire que de rétablir l'ordre dans les banlieues. C'est plus facile d'étouffer les honnêtes gens dans la toile d'araignée fiscale plutôt que d'empêcher les délinquants de pourrir la vie du voisinage. De faiblesse en abandon, de renoncement en compromis, nous avons laissé proliférer des zones de non-droit. Et désormais, dans bien des lieux, ce sont les règles salafistes qui prennent le pas sur les règles de la République. Eh bien, je ne le tolérerai pas. Si le prochain président de la République ne met pas un coup d'arrêt à la progression du fanatisme, je vous le dis, la France entrera dans une nouvelle période sombre de son histoire. Nous ne pouvons pas abandonner à leur sort les populations qui vivent dans les banlieues. Elles sont en droit d'attendre des vraies chances de réussite, la protection contre toutes les formes d'oppression, y compris les oppressions religieuses et culturelles. La France, pour ça, a besoin d'une révolution des esprits. Elle a besoin de policiers et de gendarmes dotés de moyens d'action matériels et juridiques à la hauteur des défis. Elle a besoin d'un grand ministère de la sécurité nationale. Elle a besoin d'une révolution des esprits qui instaure une culture du résultat au lieu de la culture de l'excuse. Pour la sécurité de tous les Français, avec l'aide des magistrats. Je veux mettre comme jamais l'accent sur la sécurité, la défense nationale et la justice en augmentant leurs moyens de 12 milliards d'euros pendant la durée du prochain quinquennat. Je veux des polices municipales armées qui soient capables de faire des contrôles d'identité et qui travaillent la main dans la main avec la police nationale. Je veux mobiliser dans chaque intercommunalité des réservistes de la gendarmerie nationale capables d'intervenir aux côtés des forces de l'ordre régulières. Je veux créer 16 000 places de prison supplémentaires pour que les condamnations soient vraiment effectuées dans notre pays. Et puis, nous devons être absolument inflexibles avec toute personne touchant de près ou de loin à une activité terroriste. Nous devons cette intransigeance aux victimes de la barbarie islamiste. Nous le devons aux Français et aux Françaises qui attendent de l'État d'être protégés contre la sauvagerie. Oui, je le redis une nouvelle fois, si je suis élu président de la République, toute personne coupable d'intelligence avec l'ennemi sera condamnée. On nous dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces djihadistes qui vont revenir de Syrie ou d'Irak? Eh bien, c'est simple. Ils n'ont qu'à pas revenir, parce qu'on va leur retirer la nationalité française et leur interdire l'accès du territoire national comme la loi ne nous le permet. Les étrangers qui appartiennent à une mouvance radicale doivent être expulsés, puisque ces mouvances radicales sont en contradiction avec notre pacte républicain. Je veux aussi mettre un terme à l'hypocrisie et dire clairement que le problème des banlieues, c'est aussi un problème d'intégration. Et ce n'est pas un service à rendre ni à la France, ni à ceux que nous accueillons, de laisser entrer des immigrés sans vérifier qu'ils sont capables de s'intégrer dans la société française. C'est pour cela que je veux réduire l'immigration au strict minimum, en créant des quotas et en ne versant les prestations qu'aux étrangers en situation régulière depuis au moins 2 ans sur le territoire national. Mais, mes amis, il y a encore plus important que tout ça. Il y a le roc de nos valeurs que nous devons opposer. Parce que nous ne remporterons pas le combat contre la violence, contre l'intégrisme, contre ceux qui menacent les valeurs fondamentales de la République, ceux que j'appelle les totalitaires islamiques. Remarquez d'ailleurs que je suis le seul à utiliser ce vocabulaire. On vous parle de terroristes, mais des terroristes, il y en a de toutes sortes.
Là, on n'est pas en face de terroristes, on est en face d'un mouvement politique qui cherche à prendre le contrôle du Pakistan, de l'Afghanistan, de la Syrie, de l'Irak, du Yémen, qui menace l'Égypte, qui menace toute la rive sud de la Méditerranée, qui menace le Sahel, qui veut descendre dans l'Afrique occidentale et qui veut imposer sur un immense territoire une idéologie totalitaire, une idéologie comme l'idéologie nazie, qui veut contraindre les hommes et les femmes à vivre selon des valeurs qui ne sont pas les valeurs universelles que nous défendons. Alors oui, pour s'opposer à ce danger, il faut des forces de défense, il faut une politique étrangère, mais il faut aussi le roc de nos valeurs. On a une histoire. Et comment ne pas la rappeler ici? On a une langue. Et quelle belle langue, même avec ses accents circonflexes. Et on a un drapeau. Alors je sais bien, dès qu'on commence à afficher la fierté nationale, il y a tout un tintamarre qui se met à bourdonner à nos oreilles. Il y a tous les docteurs en bien-pensance qui viennent expliquer aux Français que la fierté, ce serait une forme d'intolérance. Qui viennent expliquer qu'être attaché au clocher de son village et à ses traditions, c'est insulter les autres. Ces gens-là ne parlent que de respect des cultures, mais ils méprisent les Français qui sont attachés à leur culture. La France était parmi les premières nations à mettre au cœur de son fonctionnement l'ouverture aux autres. La liberté d'être différent, la liberté de vivre selon ses propres choix. Cette tolérance généreuse, elle est devenue relativisme. Et ce relativisme est devenu honte de notre propre culture. Comme si pour respecter les autres, on devait d'abord cesser de se respecter soi-même. Comme si on pouvait n'avoir un avenir qu'à condition d'oublier son passé. Non, mes amis, les valeurs, c'est pas une ancre qui empêche le bateau d'avancer. Les valeurs, c'est le gouvernail du bateau qui lui permet justement d'avancer. Ce sont les valeurs qui permettent de tenir le cap. Sans elles, le progrès n'est qu'une dérive. Alors oui, face à un monde qui change, nous devons changer nous aussi pour survivre. L'État est devenu une machinerie kafkaïenne, c'est devenu un boulet qui nous entraîne par le fond. Si nous le remettons à sa vraie place, là où il doit être, avec les pouvoirs qui doivent être les siens, l'État peut redevenir une force de progrès pour nous aider à gagner dans la mondialisation. Ceux qui vous disent qu'il suffit de fermer les frontières, ou alors d'ouvrir en grand le robinet des finances publiques, vous mentent, et vous le savez, et les Français au fond d'eux-mêmes le savent. Il n'y a pas de salut dans le repli, mais il n'y a pas de salut non plus dans le fait de dépenser l'argent qu'on n'a pas. Alors sachez-le, cet argent, c'est toujours le vôtre. Et donc il y a toujours un moment où on viendra vous chercher pour régler la facture. Voyez-les, ces forces de l'immobilisme qui se déchaînent de tous côtés. Tous ces candidats qui se prétendent hors système. Voyez tous ces jeteurs de poudre aux yeux, ces marchands de belles promesses, ces camelots qui viennent vous vendre et vous revendre le produit miracle de toujours plus à n'importe quel prix. Ils sont le système par excellence. Ils m'attaquent parce que je les attaque. Le temps n'est plus aux demi-mesures. Le temps n'est plus aux hésitations. La France n'a plus le temps. 2017, c'est pour la France le moment du dernier métro. Soit on y monte, soit on va rester à quai, et on va rester à quai pour longtemps. Les amis, je veux être avec vous le candidat de la fierté française. Je veux être le candidat de l'action après tant d'hésitations. Le défi que nous devons relever ensemble, il est immense. Mon énergie est intacte, ma détermination est totale. Le chemin n'a jamais été facile, il ne le sera pas plus demain, mais on ne l'emprunte pas parce qu'il est facile, on l'emprunte parce qu'il n'y en a pas d'autre. Alors avec vous, avec votre courage, je sais qu'on va gagner. Il nous reste 80 jours avant le premier tour.
c'est assez, aurait dit Jules Verne, pour faire le tour du monde. C'est aussi plus qu'il n'en faut pour faire de notre ambition pour la France l'ambition de la France. Mes amis, cette campagne, c'est pas la campagne d'un homme. C'est même pas celle d'un parti. C'est le combat d'un pays. C'est le combat d'un pays dont le cœur bat encore. C'est le combat d'un pays qui a tellement à accomplir à condition qu'on croit en lui. Alors si vous partagez comme moi cette ambition, si vous êtes habité comme moi par cette espérance, aidez notre nation à se relever une nouvelle fois pour qu'elle redevienne ce qu'elle a toujours été, la France éternelle, notre France, la France dont nous sommes fiers et celle que nous voulons léguer à nos enfants. Voilà, c'était le discours de François Fillon à Charleville-Mézières, un discours important alors que François Fillon est en pleine tourmente pendant qu'il passait sa journée à Charleville-Mézières en campagne, en pleine tempête médiatique. Sa secrétaire particulière était entendue et l'enquête judiciaire, l'enquête préliminaire lancée par le parquet national financier était étendue à ses enfants. Bonsoir Anna Cabana, éditorialiste BFM TV. Bonsoir Guillaume Roquet, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. David Revaud-Dallon, éditorialiste au JDD. Bonsoir. Thierry Arnaud, notre éditorialiste évidemment, chef du service politique à BFM TV. Que dit François Fillon dans ce discours, dans sa manière de faire campagne aujourd'hui, pendant qu'il chante la Marseillaise avec ses amis à Charleville-Mézières en ce moment? Qu'est-ce qu'il dit aux Français alors qu'il est en pleine tourmente, Anna? Alors il dit qu'il tient bon et qu'il est en colère. Moi je trouve que ce qui est frappant, alors d'abord c'est un discours très travaillé, très écrit, très ciselé comme il sait le faire, hein, comme il l'a fait dimanche à la Villette. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché l'affaire, il n'a pas lâché l'histoire, il a l'intention de se battre et il assume sa colère. Et moi je pense que si vous voulez, ce qui est très frappant aujourd'hui chez François Fillon, c'est qu'il dit il dit je ne peux pas vous cacher que j'éprouve de la colère, une colère froide. Ce sont des mots extrêmement sincères. Il est indigné, Fillon, et c'est cette indignation qui lui permet de tenir debout, de faire face. Parce que, au fond, mais c'est frappant, c'est qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Voilà, et toujours pas. Si vous voulez, il considère que c'est injuste et que cette campagne contre lui est une abomination complotiste. Voilà. On cherche à me casser et à travers moi, c'est la droite qu'on cherche à casser. C'est ce qu'il dit aujourd'hui pour mobiliser ses militants. Il parle à qui? Aux Français, mais aussi à sa famille politique. Il parle bien sûr aux électeurs de droite d'abord. Et c'est effectivement une évolution par rapport au discours de dimanche dernier à Paris, où François Fillon se posait en victime, en y associant sa femme. Aujourd'hui, il n'est pas seulement une victime, il est aussi, comme le disait Anna Cabana, un homme en colère. En colère, pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, dit-il, vous allez vous faire voter, vous allez vous faire voler, votre vote. Si vous écoutez toutes ces calomnies, sous-entendu, si vous faites en sorte que je ne puisse pas être votre candidat. Et ça, c'est un argument qu'il avait déjà utilisé pendant la primaire, quand on avait dit que la gauche allait voter pour Alain Juppé au second tour. Et puis, plus que votre vote, c'est votre programme que vous allez vous faire voler. Et ça, c'était le lien entre son discours personnel et le rappel de ses principaux engagements. On va aller retrouver Jérémy Brossard qui est sur place à Charleville-Mézières, mais on va d'abord réécouter un extrait de François Fillon qui disait tout à l'heure qu'il assumait la façon dont il a fait travailler son épouse à ses côtés. Je suis actuellement sous le feu continu des attaques. Ces attaques contre un candidat investi et légitimé non seulement par les siens, mais par des millions de Français sont d'une violence inouïe. Du jamais vu sous la Ve République et même sans doute sous la IVe République, cette dernière était pourtant riche en barbouzeries politiques de toutes sortes. Voilà, Jérémy Brossard, vous êtes en direct avec nous depuis Charleville-Mézières. Comment était l'atmosphère? Vous avez suivi aussi François Fillon tout l'après-midi. Comment était l'atmosphère ce soir? Son discours était très attendu.
Oui, c'était une atmosphère assez étrange aujourd'hui. Il a commencé cet après-midi en visitant une crèche et on l'a vu parfois un peu absent, un peu marqué, François Fillon, qui évitait évidemment les questions de la presse. Je ne répondrai pas à vos questions, a-t-il dit en arrivant. Je suis là pour parler aux Français, parler de leurs préoccupations, quitte à paraître effectivement parfois un petit peu hors sujet. Et toute l'après-midi, François Fillon a donné le sentiment finalement de fuir, en tout cas de ne pas répondre aux questions qui se posent, notamment avec la diffusion ce soir d'une interview de 2007 de Pénélope Fillon, dans une interview dans laquelle elle assure qu'elle n'a jamais été l'assistante de son mari. Donc étrange atmosphère. Et puis ce soir, un meeting très attendu, plusieurs centaines de personnes ici. Et effectivement, vous le disiez, un candidat qui tente de ressouder son camp autour de lui en disant bien qu'au-delà de sa personne, c'est le camp, un courant d'idées, la droite et son programme qui sont attaqués, et que bien si ce n'est pas lui pour défendre ses idées, ça laissera le choix aux Français entre l'extrême droite, le repli, ou bien la gauche, qu'il s'agisse de Benoît Hamon ou d'Emmanuel Macron. Voilà, discours assez politique pour un candidat qui tente de reprendre la main dans cette campagne malgré les affaires qui succèdent. Jérémy, comment était la salle? Les applaudissements, il y en a eu quelques-uns, mais on avait le sentiment qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans cette salle? Non, pas beaucoup de monde, 600, peut-être 700 personnes, en tout cas moins d'un millier, ça c'est certain. Il y avait quelques jeunes militants, des jeunes avec Fillon qui ont leur t-shirt bleu et qui étaient là pour faire la claque, pour mettre beaucoup d'ambiance. Et eux qui lançaient les slogans Fillon président, on va gagner, comme pour donner du baume au cœur à ces militants qui étaient venus écouter leur candidat. Et puis il y a eu deux personnes qui ont été exfiltrées de la salle pendant un moment, pendant le discours, parce qu'ils commençaient à crier. Ils ont été assez rapidement sortis de la salle par un service d'ordre qui, il faut le dire, est assez sur les dents. Aujourd'hui, on l'a vu ce soir ici pendant le meeting, on l'a vu un petit peu plus tôt dans la journée, puisque le candidat de la droite et du centre a essuyé quelques interpellations, quelques slogans hostiles un peu plus tôt dans la journée, notamment Fillon démission ou Fillon voleur. Voilà pour une atmosphère assez lourde, assez pesante pour cette reprise de campagne pour François Fillon. Si Jérémy Brossard en direct de Charleville-Mézières, on réécoute François Fillon qui assume la position de sa femme légale, dit-il. Je comprends que ces accusations troublent certains d'entre vous, en raison de leur martèlement, en raison de la répétition présentée habilement comme une accumulation de preuves, en raison des sommes avancées aussi. Mais mes amis, des mensonges, fussent-ils répétés 100 fois, ne parviendront jamais à constituer une demi-vérité. On me reproche d'avoir voulu que mon épouse soit la première de mes collaboratrices. Elle qui, depuis 40 ans, construit avec moi mon parcours, tous les jours. Il n'y a à cela rien d'illégal. Et j'assume le choix qui fut le mien de m'appuyer sur elle, sur mes proches, qui savent mieux que quiconque les sacrifices et les dévouements qui ont jalonné mon chemin politique. On ne parcourt pas un chemin si rude sans avoir à ses côtés des personnes en qui on a toute confiance. Alors oui, mes amis, je vous demande de m'aider à résister. Voilà Thierry Arnaud, il explique, et on l'a dit tout à l'heure, il y a ce soir une interview de Pénélope Fillon dans laquelle elle évoque le fait qu'elle n'a jamais été l'assistante de son époux. Lui, aujourd'hui, dit « elle m'a accompagnée à chaque instant et c'était légal ».